Pourquoi les scientifiques disent-ils que la vie sur Terre viole la loi la plus fondamentale de l'univers? Dans 99% de l'univers, tout se dirige vers le chaos et la mort. Seule la Terre semble avancer à contre-courant. Du désordre vers l'ordre, jusqu'à donner naissance à des formes de vie complexes comme toi et moi. Cela n'aurait jamais dû se produire, la probabilité est ridiculement faible. Plus étrange encore, le Soleil est en train de mourir silencieusement pour nous. À chaque seconde, il se consume lui-même pour nous fournir de l'énergie. Uniquement pour maintenir le système Terre dans un état de faible entropie. Certains disent que c'est la main de Dieu qui intervient dans les lois de la physique. D'autres affirment que c'est une illusion soigneusement conçue par l'univers. Mais la vérité pourrait être bien plus cruelle. Au moment où le Soleil mourra, la bulle de faible entropie de la Terre éclatera instantanément. Toute vie se dirigera alors de manière irréversible vers le chaos ultime. Nous pensons évoluer. Alors qu'en réalité nous ne faisons que puiser à crédit dans la vie d'une étoile. Et cette dette devra un jour être payée. Mais est-ce vraiment le cas? Commençons par l'histoire d'un soldat vaincu, il y a 200 ans. À l'hiver 1813, un jeune Français de 17 ans nommé Sadi Carnot écrivit une lettre implorant Napoléon de le laisser partir au front. Cette lettre resta sans réponse. Quelques mois plus tard, Paris tomba. Le jeune homme fut témoin de la défaite écrasante de la France. Et il en attribua la cause à une raison totalement inattendue. La technologie des machines à vapeur françaises était trop en retard. 7 ans plus tard, il retrouva son père, physicien et général. Après une nuit entière de discussions, Carnot prit une décision, qui allait changer la compréhension humaine du monde. Il voulait comprendre comment la chaleur se transforme en puissance. 3 années de recherche lui révélèrent une vérité brutale. Même une machine thermique parfaite ne peut jamais atteindre 100% de rendement. Pourquoi? Parce qu'une partie de la chaleur doit obligatoirement être rejetée vers une source froide. C'est comme vouloir pomper de l'eau d'un point bas vers un point haut. Une partie de l'eau doit forcément s'écouler ailleurs. Cette découverte bouleversa toute la communauté scientifique. Car elle signifiait que, même si l'énergie se conserve, sa qualité, elle, se dégrade continuellement. Quand un appareil électrique fonctionne chez toi, toute l'énergie électrique est bien transformée. Une partie devient un travail utile, l'autre se transforme en chaleur perdue. Le problème, c'est que cette chaleur perdue est la forme d'énergie la plus basse. Elle ne peut plus être récupérée. C'est le cœur même de la deuxième loi de la thermodynamique. L'entropie augmente toujours. Qu'est-ce que l'entropie? En termes simples, c'est le degré de désordre. Un verre d'eau chaude refroidit tout seul. Mais un verre d'eau froide ne se réchauffera jamais spontanément. Pourquoi? Parce que la chaleur s'écoule du chaud vers le froid, augmentant le désordre global. Si tu mets une goutte d'encre dans l'eau, elle se diffuse rapidement. Mais tu ne verras jamais l'encre se rassembler d'elle-même en une goutte. Un parfum vaporisé se répand dans toute la pièce, mais ne retourne jamais seul dans son flacon. Un verre brisé ne se réassemble jamais spontanément. Tout dans l'univers évolue vers davantage de désordre. C'est une loi de fer, sans exception. Alors une question se pose. La vie sur Terre semble clairement être une exception. D'un œuf fécondé à un être humain. De bactéries simples à des écosystèmes complexes. N'est-ce pas un passage du chaos vers l'ordre? N'est-ce pas une diminution de l'entropie? Au VIe siècle, des religieux s'en sont emparés. Ils disaient, regardez, l'existence de la vie prouve l'intervention de Dieu. Elle prouve que les lois naturelles sont brisées sur Terre. Ce débat dura des décennies, jusqu'à ce que les scientifiques découvrent une faille essentielle. La Terre n'est pas un système fermé. La deuxième loi de la thermodynamique a une condition. Elle ne s'applique qu'au système fermé. Qu'est-ce qu'un système fermé? Un système sans échange d'énergie avec l'extérieur. Or la Terre reçoit en permanence l'énergie du Soleil. C'est donc un système ouvert. En 2011, des physiciens menèrent une expérience au Rose Center for Earth and Space de New York. Ils installèrent une sphère de verre totalement scellée, contenant de l'eau, de petites crevettes, des escargots et des algues. Les ouvriers pensaient qu'il s'agissait d'une décoration, et la recouvrirent d'une bâche anti-poussière. Quelques jours plus tard, les scientifiques furent horrifiés. Privés de lumière solaire, ce micro-écosystème s'effondrait complètement. Ils retirèrent immédiatement la bâche. Malgré la mort de quelques crevettes, l'écosystème retrouva son équilibre. 25 ans ont passé. La vie à l'intérieur de cette sphère existe toujours, grâce à la lumière du soleil traversant le verre. Cela révèle une vérité stupéfiante. La prospérité de la vie sur Terre se fait au prix de la mort du soleil. Chaque seconde, le soleil convertit 4 millions de tonnes de masse en énergie, l'équivalent de 4 millions de camions, qui s'évaporent dans son cœur. Cette énergie se répand dans l'univers sous forme de lumière. Seule une fraction sur 2 milliards atteint la Terre. Mais c'est précisément cette fraction infime qui maintient tout l'écosystème terrestre. Les plantes transforment la lumière en énergie chimique. Par la photosynthèse, les animaux mangent les plantes pour obtenir cette énergie. Et finalement, toute cette énergie est dissipée dans l'espace sous forme de chaleur. Voici le point clé. L'énergie reçue par la Terre est presque égale à l'énergie qu'elle renvoie. Alors qu'avons-nous réellement gagné du Soleil? La réponse est une faible entropie. Le Soleil ne nous donne pas simplement de l'énergie. Il nous fournit une énergie hautement concentrée et de faible entropie. C'est comme recevoir une somme d'argent bien rangée, ou la même somme en petites pièces éparpillées.
Le montant est identique, mais l'argent concentré est bien plus utile. La Terre utilise cette énergie de faible entropie, puis la restitue à l'univers, sous forme de rayonnement thermique de forte entropie. C'est dans ce processus que la vie peut exister et se multiplier. Un thermodynamicien français a dit un jour: la vie est un phénomène local qui retarde l'augmentation de l'entropie. Chaque bouchée que nous mangeons, chaque respiration, consomme de la faible entropie et produit de la haute entropie. Mais voici une idée encore plus folle. En 2014, le physicien Jeremy England du MIT proposa une hypothèse. L'apparition de la vie pourrait être une conséquence directe de la loi de l'augmentation de l'entropie. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsqu'un système reçoit un flux constant d'énergie, il tend spontanément à former des structures de plus en plus efficaces pour dissiper cette énergie. Autrement dit, l'univers aime produire de l'entropie, et la vie est particulièrement douée pour cela. Des études montrent que l'eau de mer contenant des bactéries et des composés organiques produit de 30% à 680% d'entropie en plus que de l'eau de mer pure. Ainsi, la vie n'est peut-être pas une anomalie de l'univers, mais un outil pour accélérer l'augmentation de l'entropie. England dit: si tu prends un ensemble d'atomes aléatoires, et que tu l'exposes continuellement à la lumière suffisamment longtemps, obtenir une plante ne devrait pas être surprenant. Alors, d'où vient la faible entropie du Soleil? La réponse est le Big Bang. Il y a 13,8 milliards d'années, l'entropie de l'univers à sa naissance était extrêmement faible. Cela paraît paradoxal, car après le Big Bang, l'univers était chaud, dense, et sa température était presque uniforme. N'est-ce pas un état de forte entropie? Le problème est que nous avons ignoré la gravité. La gravité tend à rassembler la matière. Un univers où la matière est répartie uniformément, et donc, du point de vue gravitationnel, un état extrêmement improbable, c'est-à-dire un état de faible entropie. À mesure que l'univers s'est étendu et refroidi, la matière s'est regroupée pour former des galaxies, des étoiles et des planètes. Dans ce processus, une énorme quantité d'énergie potentielle s'est transformée en énergie cinétique, puis en chaleur. L'entropie n'a cessé d'augmenter. L'entropie de l'univers primordial était d'environ 1,0 exposant 8 constante de Boltzmann. Cela paraît déjà énorme. Mais aujourd'hui, l'entropie de toutes les étoiles réunies est environ 95 fois 1,0 exposant 8. L'entropie de la matière interstellaire est 10 fois plus élevée que celle des étoiles. Les neutrinos et le rayonnement cosmique de fond en contiennent encore davantage. Mais tout cela reste insignifiant. Le véritable monstre de l'entropie, ce sont les trous noirs. En 1972, le physicien Jacob Bekenstein proposa que les trous noirs possèdent une entropie proportionnelle à la surface de leur horizon. De nombreux physiciens célèbres se moquèrent de cette idée. Car selon la thermodynamique, s'il y a entropie, il y a température. Et s'il y a température, il y a rayonnement. Alors comment un trou noir pourrait-il être noir? Hawking tenta de prouver que Bekenstein avait tort, mais découvrit par surprise que les trous noirs rayonnent bel et bien. Ils ont une température simplement extrêmement basse. Le trou noir supermassif au centre de la Voie lactée a une température d'environ un 10 millionième de milliardième de Kelvin. Hawking calcula précisément que l'entropie de ce trou noir est d'environ 1,0 constante de Boltzmann. C'est 1000 fois l'entropie de l'univers observable primitif, et 10 fois la somme de l'entropie de toutes les autres particules. Et ce n'est qu'un seul trou noir. L'entropie totale de tous les trous noirs atteint environ 1,0. Autrement dit, l'entropie actuelle de l'univers est 1,0 exposant 6 fois plus grande qu'au début. L'entropie de l'univers primordial ne représente que 0,0000000000003% de l'entropie actuelle. Ce chiffre nous dit une chose. L'univers dispose encore d'un immense potentiel d'augmentation d'entropie. Que signifie tout cela? Cela signifie la direction de la flèche du temps. Pourquoi le temps ne peut-il aller que vers l'avant? Parce que l'entropie augmente. Nous ne verrons jamais un verre brisé se reconstituer seul, ni une personne âgée rajeunir, ni un système planétaire se défaire pour redevenir un nuage de poussière. L'augmentation de l'entropie définit la différence entre le passé et le futur, et donne une direction au temps. Les lois de la physique elles-mêmes sont symétriques dans le temps. Les équations de Newton ou de la mécanique quantique fonctionnent aussi bien à l'envers. Mais la loi de l'augmentation de l'entropie brise cette symétrie. Alors quel est le destin ultime de l'univers? Si l'entropie continue d'augmenter, elle atteindra un jour un maximum. Que se passera-t-il alors? C'est la célèbre hypothèse de la mort thermique. Dans un futur lointain, au-delà de 1,0 année, le dernier trou noir s'évaporera. L'univers atteindra l'état le plus probable. L'énergie sera parfaitement répartie. La température sera identique partout. Plus rien d'intéressant ne se produira. Il sera impossible de dire si le temps avance ou recule, car la flèche du temps elle-même aura disparu. L'univers sombrera dans un silence éternel et ennuyeux. Cela paraît pessimiste, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Même si l'état de maximum d'entropie est ennuyeux, cela ne signifie pas que les états de faible entropie soient passionnants. La complexité apparaît au milieu, comme lorsque l'on verse du lait dans du thé. Au début, le thé et le lait sont séparés, simples. Au moment où le lait se mélange,
de magnifiques motifs complexes apparaissent. C'est l'instant le plus intéressant. Une fois totalement mélangé, on obtient un thé au lait uniforme. À nouveau simple. L'univers fonctionne de la même manière. Les états de faible et de forte entropie sont simples. La complexité n'existe qu'entre les deux. Et nous vivons précisément dans cette phase intermédiaire. Les galaxies se forment. La vie évolue. Les civilisations se développent. Vu sous cet angle, nous sommes extrêmement chanceux. La vie sur Terre ne viole pas la loi de l'entropie. Elle utilise habilement l'énergie de faible entropie fournie par le Soleil. Nous sommes comme des surfeurs, debout sur la vague de l'augmentation de l'entropie, profitant de cet instant bref mais extraordinaire. Le Soleil brillera encore pendant 5 milliards d'années. Durant ce temps, la vie possède des possibilités infinies. Peut-être qu'un jour, l'humanité saura exploiter l'énergie des étoiles, voire l'entropie des trous noirs, pour prolonger son existence de milliers de milliards d'années. Mais quoi qu'il arrive, la grande tendance de l'augmentation de l'entropie est inarrêtable. Ce que nous pouvons faire, c'est chérir le présent, et vivre pleinement cette phase complexe et magnifique que l'univers nous a offerte. Alors, la prochaine fois que tu sentiras la lumière du soleil sur ta peau, souviens-toi que ce n'est pas seulement de la chaleur et de la lumière. C'est une énergie de faible entropie, échangée contre la vie même du soleil. C'est un cadeau précieux de l'univers. Et notre mission, au cœur du torrent de l'entropie croissante, est de créer autant de beauté et de sens que possible. Car c'est là que réside la véritable valeur de la vie.